bonjour. Mais tout d'abord, je remercie Monsieur Chaumonot, que j'ai rencontré par le biais de Madame Fresnel, de m'avoir invité à être parmi vous. Alors, je vais vous parler dans un premier temps des directives anticipées, en faisant un détour, ou en tout cas une annonce par les autres mesures de protection anticipée, ne serait-ce que pour resituer les directives, puis ensuite on parlera plus longuement et plus précisément des directives elles-mêmes. Voilà. Alors, le droit, vous le savez, encourage toute personne, en tout cas de nos jours, à anticiper le moment éventuel où, face à la maladie, elle ne pourra plus, elle ne sera plus en mesure d'exprimer sa volonté. Et dans cet objectif, 3 types de mesures principales sont prévues: la désignation d'une personne de confiance, le mandat de protection future et les directives anticipées. Alors, quelques mots sur la désignation d'une personne de confiance, et puis je n'irai pas plus loin parce que le sujet est avant tout celui des directives anticipées. Mais la manifestation anticipée de volonté est une notion connue, reconnue depuis la loi du 4 mars 2002, qui a permis à toute personne majeure de désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté, voire même de recevoir l'information nécessaire à une telle décision. Alors la personne de confiance peut être toute personne, c'est-à-dire un parent, un proche, un médecin traitant, un mandataire de protection. Cette désignation est proposée à toute personne hospitalisée systématiquement aujourd'hui, mais au-delà de ce cas qui est expressément prévu par la loi, elle peut être faite à tout moment et elle n'est pas limitée dans le temps. Le rôle de la personne de confiance, vous le savez, je crois, consiste d'une façon très générale à accompagner le patient, à l'aider dans ses prises de décision. Quelques mots ensuite sur le mandat de protection future. Le mandat de protection future, institué donc par la loi de 2007. Par le mandat de protection future, toute personne majeure ou mineure émancipée qui n'est pas placée sous une mesure de tutelle peut charger une personne de la représenter si elle venait à ne plus être en état de pourvoir seule à ses intérêts, cela en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou intellectuelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Alors peuvent ainsi être prévues la protection des biens, Madame le professeur Peterka en parlait, et accessoirement, de façon bien moins précise, la protection de sa personne. Néanmoins, concernant sa personne, le mandat peut désigner une personne de confiance ou un mandataire de protection judiciaire. Le mandat est un contrat qui se place en dehors de la sphère des incapacités. Il n'est pas judiciaire. Et d'ailleurs, à ce propos, on peut peut-être signaler qu'une réflexion est actuellement entamée afin de faire homologuer le mandat par le juge. Bon, c'est une réflexion qui n'est qu'à l'état de projet, ou en tout cas en construction. Alors, venons-en maintenant aux directives anticipées. La loi du 22 avril 2005 a ajouté une nouvelle forme de manifestation anticipée, enfin une nouvelle forme par rapport à celle qui existait depuis le 2002, en insérant dans le Code de la santé publique la notion de directives anticipées. Il est désormais possible pour toute personne majeure de rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. L'article 1111-11 du Code de la santé publique vise toute personne, donc même une personne sous protection. Une personne sous protection a la possibilité de rédiger ces directives anticipées. Et ces dernières, qui indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie, concernent notamment les conditions de la limitation ou de l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. Les directives anticipées, introduites en France par la loi Leonetti, relèvent de la volonté de reconnaissance du patient en tant que sujet. Elles rencontrent cependant plusieurs difficultés, notamment des difficultés d'application. Tout d'abord,
elle ne s'impose pas aux médecins, contrairement à ce que pensent la plupart des personnes qui souhaitent les rédiger. Ces directives ne s'imposent pas aux médecins. Il n'est pas tenu d'en tenir compte. Il est simplement tenu de les consulter et elles constitueront une des données parmi bien d'autres de sa décision. Ensuite, ce dispositif se révèle mal connu de la population. Très peu de personnes rédigent leurs directives anticipées avant d'être, entre guillemets, en situation, c'est-à-dire hospitalisées. Et même là, la démarche s'avère parfois difficile. Enfin, lorsqu'elles existent, l'inexistence d'un registre national rend leur accès difficile aux médecins, et particulièrement aux médecins urgentistes qui disent n'avoir jamais eu sous les yeux de directives anticipées au moment où ils interviennent. Mais au-delà de ces problèmes d'application et somme toute techniques, les directives anticipées posent la question de fond du consentement anticipé. Un consentement anticipé donné nécessairement hors de la situation réelle peut-il être vraiment éclairé? Ainsi, la durée de validité des directives anticipées, qui est actuellement de 3 ans, est aujourd'hui remise en cause. Et le rapport Sicard préconise d'ailleurs la création d'un second type de directive anticipée qui serait proposée cette fois en cas de maladie grave diagnostiquée et qui concernerait de façon très précise les traitements de fin de vie. Un tel document, enfin la rédaction d'un tel document serait évidemment proposée au patient. Il n'est pas question de lui imposer. Au regard de la situation des personnes sous protection, la question à se poser semble être celle de la nature juridique des directives anticipées. Alors, la nature des directives anticipées, s'agit-il d'actes éminemment personnels, strictement personnels ou simplement personnels? La loi de 2007 prévoit 2 catégories d'actes personnels du majeur protégé. Et commençons par les actes strictement personnels, ceux prévus à l'article 458 du Code civil. Ce sont des actes, comme leur nom l'indique, strictement personnels, éminemment personnels, qui se situent aux confins de l'intimité de la personne, là où nul ne peut décider à sa place. Leur nature implique donc un consentement strictement personnel qui ne peut jamais être délégué. Par conséquent, ces actes ne peuvent jamais donner lieu ni à assistance, ni à représentation de la personne protégée. Le problème auquel nous nous trouvons ici confrontés est que la loi ne donne pas de définition de ces actes, pas plus qu'elle n'en donne de liste exhaustive. Les actes recensés dans la liste indicative fournie par le Code civil sont des actes à dimension essentiellement familiale. À titre d'exemple, la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes d'autorité relatifs à la personne d'un enfant, etc. Mais au regard des critères qui caractérisent ces actes, est-ce qu'on ne peut pas penser que d'autres types d'actes, cela à dimension médicale, comme une interruption de grossesse ou des directives anticipées, entrent dans cette catégorie? Si on considère cependant que les directives anticipées entrent dans cette catégorie, le mandataire ne peut intervenir que pour veiller à l'information de la personne. Il ne peut pas aller plus loin. L'article 458 que vous connaissez tous dispose que l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Alors viennent ensuite les actes simplement personnels, ceux de l'article 459. Sur le fondement de ce texte, la personne protégée prend en principe seule les décisions la concernant. Lorsque son état ne lui permet pas, ne lui permet plus de prendre une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille, s'il a été constitué, peuvent prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Mais
le mandataire doit s'être vu ici confier spécialement cette mission. Le cas échéant, il peut assister la personne en l'informant, bien entendu, des données et des enjeux des directives. Mais surtout, il lui revient en quelque sorte d'authentifier la parole de la personne assistée. Il lui revient de s'assurer qu'elle a compris la portée de cette décision et que l'expression de cette décision traduit sa volonté. Il revient au mandataire la tâche ô complexe, ô combien difficile certainement, de faire toute la différence entre l'aptitude à consentir et l'expression du consentement. Le tuteur, lui, peut aller plus loin que l'assistance, il peut représenter la personne, là encore, à condition que le juge lui en ait confié la mission. Il ne pourra pour autant prendre seul de décision, puisque l'alinéa 3 de l'article 459 du Code civil, imposant l'intervention du conseil de famille ou à défaut du juge, pour valider la décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée qui aura été prise par le représentant. Et seule l'urgence supprime cette exigence. Les pouvoirs du mandataire de justice, au regard des directives anticipées, dépendent donc de la qualification des actes anticipés en tant qu'actes strictement personnels ou simplement personnels. La réponse à cette question, qui porte sur des notions purement civilistes, ne trouve pas de réponse dans la... Enfin, ne trouve pas de... Oui, la réponse à cette question, excusez-moi, ne se trouve pas dans la loi Leonetti, qui par définition est antérieure à 2007. Donc on perçoit ici déjà la nécessité d'une harmonisation entre le Code civil et le Code de la santé publique. À titre d'exemple, et pour terminer sur ce sujet, l'article 459-1 prévoit que le Code de santé publique s'applique par priorité lorsque la personne est sous tutelle ou sous curatelle, sous un régime de protection. Or, le Code de la santé publique a dupliqué, pour l'appliquer aux majeurs sous tutelle, le régime pensé pour les mineurs. Peut-on réellement considérer une personne majeure sous tutelle comme un mineur? Est-ce vraiment la respecter? Et quid des personnes en curatelle? Notons enfin, pour terminer, que rien n'est prévu dans la loi relative aux majeurs vulnérables qui ne sont pas ou qui ne sont pas encore juridiquement protégés. Alors, vos propos très clairs sur cette première partie relative aux directives anticipées pose en tout cas très nettement donc, la question de notre place en termes d'assistance et de représentation dans un acte qui, sans être strictement personnel, est assez intime néanmoins. Comment dirais-je, ces directives anticipées étant personnelles et non strictement personnelles, voilà, ça emporte des conséquences très pratiques dans l'exercice de mandat. Et peut-être faudra-t-il qu'on revienne lors d'un échange avec la salle sur justement ce qui fonde cette distinction. Et je m'interroge de ce fait sur de la fin de vie. Qu'en est-il de la fin de vie du majeur protégé et notre rôle par rapport à ça? Donc voilà, le moment de la fin de vie. Bon, les circonstances de la mort ont changé au cours du dernier siècle en France. Du fait des progrès accomplis par la médecine, la plupart des décès surviennent maintenant à des âges élevés, voire très élevés. Et la prolongation de la vie par la médecine ne correspond malheureusement pas toujours au maintien de la qualité de la vie, notamment en cas de maladie chronique ou dégénérative. De même, des personnes de tous âges, cette fois, sont sauvées de la mort, mais au prix d'une qualité de vie qu'elles jugent parfois insupportable, faisant savoir, ou tentant de faire savoir, qu'elles souhaitent abréger leur existence, alors qu'elles ne sont pas, d'un point de vue strictement médical, en fin de vie. C'est toute l'affaire de Vincent Lambert. Or, on sait que la recherche par la médecine de la guérison, ou tout au moins du maintien de la vie, doit se faire dans le soulagement de la douleur, tant morale que physique, ainsi que dans le respect de la volonté des patients. À défaut,
on risque une forme d'acharnement thérapeutique qu'on appelle aujourd'hui l'obstination déraisonnable. Je parle bien d'une forme d'acharnement thérapeutique parce que la loi Leonetti impose l'acharnement thérapeutique. Il faut aller le plus loin possible dans le soin, dans les tentatives pour sauver la personne. Mais dès lors que l'on bascule dans ce qu'on pourrait appeler la prouesse, même si j'aime pas ce mot, parce que ce n'est pas ça qu'on les médecins en tête, mais l'exploit médical, on bascule dans ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable. Alors la loi de 2005 définit les droits de la personne malade en fin de vie et sa transcription dans le Code de la santé publique a conduit à la création d'une section intitulée « Expression de la volonté des malades en fin de vie ». Lorsque la personne en fin de vie est une personne majeure protégée, se pose alors la question de l'adaptation de la loi de 2005, la loi Leonetti, plus techniquement de son articulation avec la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection des personnes majeures. La loi sur la fin de vie établit une distinction fondée sur l'état de santé de la personne selon qu'elle est consciente ou inconsciente. Alors, parlons d'abord de la personne consciente en fin de vie. En ce qui concerne la personne malade au point qu'on l'estime en fin de vie, d'après les données dont dispose la médecine, la loi du 22 avril 2005 a conduit à l'insertion dans le Code de la santé publique d'un article indiquant au médecin la conduite qu'il doit tenir lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et durable, quelle que soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement. Le médecin doit alors respecter sa volonté après l'avoir informé des conséquences de son choix. Il est tenu de sauvegarder la dignité du mourant et d'assurer la qualité de la fin de sa vie en dispensant ce qu'on appelle les soins palliatifs. Les soins palliatifs que bien souvent on oppose aux soins curatifs alors que les choses sont un peu moins simples que ça. Les soins palliatifs peuvent être une étape vers une reprise des soins curatifs, mais on ne le dit pas souvent. Lorsque le médecin ne peut pas soulager la souffrance d'une personne en fin de vie, qu'en lui appliquant un traitement susceptible d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions relatives à la volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic. À ce moment-là, si elle l'a autorisé, il informe la famille ou à défaut un des proches. Dans l'hypothèse où la personne en fin de vie est une personne protégée, là encore se pose la question de l'acte strictement personnel ou simplement personnel. Si on est dans le cadre d'un acte strictement personnel, le mandataire ne pourra avoir d'autre rôle que celui d'informer la personne. Si on se place dans le domaine des actes simplement personnels de l'article 459, le mandataire, qui n'est que curateur, pourra assister la personne. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure quant à l'authentification de sa parole. Mais alors, dans son rôle d'authentification de cette parole dont nous parlions précédemment, il lui faudra une éthique extrêmement solide afin de ne céder à aucune pression et, s'il l'estime nécessaire, de saisir le juge qui est son référent. Et là encore, seule la personne sous tutelle pourra être représentée. Donc, au cas où une représentation s'avérerait nécessaire, il faudra dans certains cas passer d'une tutelle à une curatelle, ce qui, vous le savez, prend un certain temps dont on ne dispose pas une fois que la personne est en fin de vie. Alors ensuite, quelques mots sur la personne inconsciente dans la loi de 2005. Lorsque la personne malade, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, la loi de 2005 permet au médecin de prendre une décision d'arrêt de traitement dès lors que ce dernier s'avère inutile,
disproportionnée ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne. La volonté du législateur d'instaurer un dialogue entre le corps médical et les proches de la personne malade prend tout son sens lorsque cette dernière est inconsciente. Lorsque la limitation ou l'arrêt de traitement est susceptible de mettre en danger la vie d'une personne inconsciente, la loi du 22 avril 2005 impose aux médecins de respecter la procédure collégiale telle qu'elle est définie à l'article 37 du Code de déontologie médicale et de consulter la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un des proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Nous avons vu le rôle que peut tenir le mandataire dans la rédaction de ces directives. Et la même procédure est imposée pour la personne en fin de vie. Dans les deux cas, la transparence de la procédure est assurée par l'obligation qui est faite au médecin d'inscrire sa décision motivée dans le dossier médical. En ce qui concerne la capacité d'intervention du tuteur et du curateur, la loi a prévu l'interférence d'une mesure de protection juridique du majeur avec la désignation d'une personne de confiance. Pour une mesure judiciaire comme la tutelle, le majeur ne peut désigner une personne de confiance. Toutefois, si une personne de confiance a été désignée avant cette mesure, le juge des tutelles confirme sa position ou la révoque selon l'intérêt de la personne. Il semble que le mandataire peut être désigné comme personne de confiance dans le cadre d'une curatelle. Il sera alors consulté en tant que personne de confiance, mais aussi en tant que mandataire. Et de la même façon, il peut être consulté en tant que simple proche de la personne malade. Voilà, je vais peut-être arrêter là pour l'instant, afin qu'on laisse le temps pour les questions, je crois. Puisque je dispose encore quelques minutes, je vais vous parler du cas de la personne qui n'est pas en fin de vie. En ce qui concerne la personne malade qui n'est pas en fin de vie, le principe de liberté du malade, proclamé par la loi du 4 mars 2002, est confirmé. Alors que le Code de la santé publique, dans sa rédaction de 2002, disposait que si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. La loi du 22 avril 2005 a remplacé les mots « un traitement », qui étaient ceux de la loi de 2002, par « tout traitement ». Et la différence est importante, parce qu'elle supprime toutes les distinctions possibles sur le caractère vital ou non de l'acte refusé, et elle permet aux malades de refuser l'alimentation artificielle. Le législateur de 2005 a cherché à renforcer le consentement du malade dans ses éléments d'information et de liberté. Ainsi, le médecin, lorsqu'il cherche à convaincre son patient d'accepter les soins indispensables, peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable et cette décision est inscrite dans son dossier médical. Au terme de la loi, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs. Les soins palliatifs aujourd'hui, en France, sont de qualité, je crois, qui peut être qualifiée de remarquable, mais en quantité tout à fait insuffisante. Or, l'accès aux soins palliatifs est un droit pour le patient. Il ne s'agit donc pas d'écarter l'ensemble des soins, ni de dégager le médecin de son obligation de soins. Il s'agit de passer d'un traitement thérapeutique à l'administration de soins palliatifs. Et là encore, au moment de la décision, se pose la question de l'acte strictement personnel ou simplement personnel.